Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, là je vais vous sortir quelques petites vidéos à nouveau autour du cinéma. Donc j'ai pu publier l'épisode 2 des rattrapages de films et séries et l'épisode 3 des rattrapages de films. Et là, je vais tourner à nouveau ma vidéo sur les rattrapages de séries épisode 3 parce que c'est une vidéo que j'avais déjà tournée il y a quelques semaines. Parce que toutes ces vidéos-là qui sont programmées là pour fin octobre, enfin les 2-3 semaines d'octobre qui restent, même si celle-ci va sortir au mois de novembre, mais bref, vous avez compris, euh, sont des vidéos que j'avais tournées il y a quelques mois. Et puis là, c'est quand j'ai voulu tourner les épisodes 4 des rattrapages, que je me suis dit, bon, il va peut-être falloir quand même faire un peu de montage, tester si on peut les mettre en ligne. Et comme les vidéos, je me filme pas, elles sont pas très très lourdes, donc le réseau arrive à peu près à les mettre en ligne. Ça prend quand même 2-3 heures, mais au moins j'arrive à les mettre en ligne dans un laps de temps plutôt acceptable. Donc voilà. Mais je me suis rendu compte que pour cet épisode-là et pour ma vidéo sur mercredi, voilà, attendez, hop, je vais enregistrer l'écran, comme ça vous aurez lié la photo de mercredi. Tac. Donc comme vous pouvez voir pour mercredi, alors oui on est sur VLC parce que la diapo de cet épisode 3 des rattrapages est sur un autre ordinateur et tout ça, donc voilà, je me dis c'est pas très grave hein, pour celle-ci. De toute façon il n'y a même pas de son dessus parce que voilà. Quand j'enregistre mon écran, alors sur l'ordi noir en général, j'enregistre le son de l'écran en même temps, mais sur l'ordi blanc, j'ai pas activé l'option, donc malheureusement, j'ai pas le son. Donc parce que j'aurais pu au moins le balancer comme ça, le son aurait pas été très très bon, mais au moins j'aurais quand même eu quelque chose. Mais, mais là j'ai juste une vidéo vide de son. En même temps c'est normal, c'est juste le stream de l'écran. Mais voilà. Et comme je disais, voilà, j'avais fait cette vidéo-là, on avait fait mercredi à part, puisqu'on avait tourné la vidéo avec Oraka, voilà, qui est plutôt sympa. J'avais fait un TikTok, peut-être que je vous sortirai le TikTok sur YouTube. J'ai fait des petits TikTok sur certaines séries ou certains trucs, dont une série qui est dans cette vidéo-là. Donc si vous voulez des versions plus courtes, hein, je vous mettrai les petits TikTok. Surtout celui de mercredi, ça peut être pas trop mal parce que ma vidéo sur mercredi, j'ai un gros problème avec, puisqu'en fait elle est tellement lourde, et pourtant elle est pas si lourde que ça, elle fait que dans les 2 géos, c'est pas incroyable, hein, mais quand je vous dis depuis, je fais sur n'importe quelle chaîne, hein, mais quand je dis depuis un moment que le réseau, quand je suis, chez ma mère, de toute façon maintenant j'ai que cet endroit-là où vivre, est, très, très, très pourri, c'est qu'il est très, très, très pourri. Voilà, je peux vous dire, la vidéo, j'ai commencé à la mettre en ligne mardi, lundi ou mardi, mais je crois plus mardi, parce que lundi, je crois que j'étais pas chez moi, donc j'ai dû commencer à la mettre en ligne mardi. Et je crois jeudi ou vendredi sur YouTube, j'ai eu un message pour dire voilà, on annule l'importation, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop lourd, machin. Alors que du matin au soir, la vidéo était en train de se mettre en ligne. Enfin bref, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va. Bon après, ma vidéo sur mercredi, pareil, c'est une vidéo où j'ai perdu le son, donc c'est vraiment la vidéo brute qui sort du téléphone. Bon, heureusement, quand je m'enregistre, même si j'ai le micro sur l'ordi et que vous entendez, sur mon téléphone, je mets toujours aussi le micro, voilà, j'ai un petit micro, vous savez, avec un pied, avec un micro. Voilà, je l'utilise toujours, même si techniquement, il est pas censé me servir, je l'utilise toujours, en cas de secours et pour la vidéo de mercredi, j'ai plutôt bien fait. Voilà, mais du coup, le format est beaucoup trop lourd, pour YouTube par rapport au réseau internet que j'ai actuellement. Voilà, parce que si j'étais encore à l'université, la vidéo, bon, au lieu de prendre, 5 minutes, comme, il fait habituellement, bon, il m'aurait pris peut-être 10-15 minutes, voilà, mais ça aurait été, plié en voilà, en même pas 20 minutes, hein, le temps de faire ma miniature, faire mon truc, voilà, allez, en 20-30 minutes grand max, avec la vérification et tout, la vidéo, elle était en ligne. Là, ici, au bout de de 3-4 jours, YouTube a fait: «Bon, j'arrête, j'en peux plus». Donc voilà. Donc la vidéo sur mercredi, je la posterai, quand, j'aurai un réseau, suffisamment bon pour mettre cette vidéo en ligne, hein, parce que, pour l'instant, je ne peux pas. Voilà. J'ai pu mettre toutes mes autres vidéos en ligne, hein, qui étaient en attente, hein, mes unboxings,
d'albums, hein, qui sont des vidéos où je me filme. Ma vidéo, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps avec Oraka, on a été, Heu, à Caen, donc c'est une vidéo qui est sortie il y a 2 3 semaines, quand vous verrez celle-ci. Pareil, où je me filme en train de monter un Lego et tout. Ça m'a pris 2 jours quand même à la mettre en ligne, enfin une après-midi et quasiment toute une journée. Donc ça a quand même été assez long, mais j'ai réussi à la mettre en ligne. Mes rattrapages, d'épisodes, là, si vous avez vu les 3 épisodes qui sont sortis pendant le mois d'octobre, j'ai réussi à les mettre en ligne. Mais celle de mercredi, il ne veut pas. Voilà, les vidéos où je présente mon collectif, qui est quand même une vidéo qui dure à peu près 1 heure, mais comme je me filme pas, bah pareil, ça passe, hein. Là, je suis en train d'en mettre une en ligne actuellement, bon, qui pour vous sera sortie il y a, il y a 3 semaines. Mais là, celle de cette chaîne que vous regardez, je suis en train de la mettre en ligne. Dans 2 3 heures, hop, elle est en ligne. Mais celle de mercredi, il veut pas, donc bah voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Ce qui est très con parce que du coup, plus je suis obligé d'attendre, bah plus bah ça ne fait plus sens avec mercredi qui est sorti il y a je sais pas combien de temps. Mais du coup, je vous mettrai le TikTok à la place en attendant, et puis bon bah voilà, tant pis pour mercredi, hein. C'est les aléas du matériel, hein. Bah, j'ai pas le choix de faire avec. Donc, eh ben, on va partir sur cette vidéo-là, hein. Un peu chiant dans le sens où je l'avais déjà faite, mais bon, hein, on va la refaire. Alors, la première série dont on va parler, c'est la recette du bonheur. Alors du coup, comme entre deux, j'ai préparé les épisodes 4. C'est vrai que j'ai plus de souvenirs de ce qu'il y a dans les épisodes 4 que dans celui-là. Voilà, j'ai même commencé à regarder des films pour l'épisode 5 des rattrapages. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses entre deux. Donc je pense que je vais être un peu plus rapide que sur d'autres séries parce que, enfin, sur les épisodes suivants, parce que bah voilà, celle-ci, bah, quand je l'ai tournée la première fois, bon bah voilà, je venais de voir toutes ces séries-là, donc c'était plus frais que maintenant. Bref. Donc, après la mort de leur patron, Saïda et ses collègues veulent transformer leur restaurant en coopérative, mais entre dettes, ego et chaos, est-il possible de concrétiser ce rêve ensemble? Donc, c'est une série québécoise, voilà, qui est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, c'est une série assez courte, hein. Les épisodes, de mémoire, ils tournent autour des, allez, 10 voire 15 minutes pour peut-être l'épisode le plus long. Mais c'est une série vraiment très courte, qui est vraiment sympa. Personnellement, moi j'ai bien aimé, même si c'est vrai qu'avec les séries canadiennes, enfin surtout québécoises, c'est pas toujours simple, hein, de se fier à l'audio, voilà, parce que ça reste du français, mais ça reste quand même un français différent d'une autre. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y adapter. Donc voilà. Mais de manière générale, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo où des gens étaient en mode, «Oui, moi je veux voir une version, française parce que je comprends rien et tout». Alors c'est pas cette série-là, mais c'était une autre série québécoise, et tout, et j'étais en mode: «Mais le québécois, ça reste du français et c'est un français différent, hein». Le français, il a évolué différemment, au Québec et en France, hein, et même en Belgique, ils ont une version du français qui est différente d'une autre. En Afrique, il y a plusieurs variantes du français qui est différent d'une autre. Enfin bref, voilà, ça reste du français, quoi. Mais je pense que comme on n'est pas toujours habitué à ce français-là, bah, ça peut être perturbant, pour pas mal. Après moi j'avoue que là, vous verrez dans l'épisode 4, alors comme moi je mets quand je fais mes diapos, je les mets par ordre alphabétique pour éviter de les classer tout de suite, hein, comparé au top et flop que je ferai, pendant le mois de janvier. Mais, moi j'ai enchaîné 2 séries québécoises, il y a pas longtemps. Bon, effectivement, il y a des expressions, machin, mais au final, on s'y fait petit à petit, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Sur le cas de la série, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa, hem, avec différentes personnalités. Donc voilà, donc Saïda qui est le personnage au milieu de la photo, voilà, qui veut créer une sorte de, bah, un peu de ce que nous on fait faire avec notre collectif, tu vois? Si on prend les gens et puis tout le monde est au même niveau, sur, comment dire? Sur les décisions du restaurant. Voilà, sauf que forcément, effectivement, tout le monde n'est pas d'accord sur quoi faire et tout ça. Certains ont leurs propres problèmes personnels et tout, hein,
voilà, je pense, j'ai plus du tout les personnages, hein, mais le personnage qui est tout à droite avec le bonnet, qui, de mémoire, a des gros problèmes d'argent. Tu le mec, à côté de Saïda qui lui, a un problème très différent puisqu'il vend de la drogue ou je sais plus quoi. Enfin bref, hem, bref, les différents personnages, voilà, ont chacun leurs petits problèmes, ou quoi à gérer pour faire fonctionner le restaurant. Donc voilà. Mon seul regret, c'est que la série est vraiment trop courte, dans le sens où le scénario, en fait, il avance tout doucement, jusqu'à l'ouverture du restaurant, pour voir un peu comment, les personnages, ils vont se débrouiller jusqu'à l'ouverture du restaurant. Ensuite, il y a l'ouverture du restaurant qui, vous vous doutez, est une catastrophe, hein, voilà, ils ont tous des problèmes, ils ont tous plein de trucs à gérer. Évidemment que c'est une catastrophe. Et ensuite, ben, d'un coup, paf, on passe, à un moment donné où voilà, tu as quelqu'un qui passe, qui fait un tag sur leur vitrine et puis hop, les gens ils sont là en mode: «Ouh tiens», parce que je crois que la période il y avait quelqu'un qui tag, alors je crois que c'est la copine, de la meuf qui est, sur la droite, de Saïda. Je crois que sa meuf ou quelqu'un du genre qui va taguer un vagin sur la vitrine. Pardon. Sur la vitrine et puis là, les gens vont se dire: «Oh tiens, c'est audacieux ça comme, truc sur la vitrine» et puis, bah, du coup, ça va attirer les gens et puis bon, bah, après tu sais pas ce qui se passe et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que, bah, du coup, la série, voilà, elle peine un peu à développer, ses personnages. Après, c'est normal parce que, bah, la série est très courte. Donc, voilà, avec des épisodes je crois d'à peine, 10-15 minutes, bah, tu pas le temps de trop développer des choses parce que quand on voit le personnage qui est tout à droite, qui lui, fait encore des livraisons, style Uber Eats, tout ça. Bah, tu vois, c'est quelque chose qui aurait pu être encore plus développé, voilà, sur, je sais pas, sa loyauté envers le restaurant ou pas, puisqu'il continue à faire des missions, bah, pour d'autres restaurants à côté, en faisant des livraisons. Le mec avec la drogue, tu vois, ça aurait pu être, travailler encore plus, cet aspect-là du personnage. Il y a les problèmes de santé aussi du livreur. Tu la meuf, voilà, qui fait des trucs sur les réseaux sociaux là, pareil, ça c'est un truc qui peut être développé, l'aspect de comment utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui pour mettre en avant, bah, des entreprises ou tout ça, enfin bref. La série aurait mérité, je pense, un meilleur développement et même entre l'échec et ce qu'on imagine être la réussite quand on interprète la fin, voilà, parce qu'on peut l'interpréter comme on veut. Mais moi, en tout cas, moi je l'ai interprété comme étant, voilà, une réussite. Cette fois, ils vont partir sur une bonne base. Mais le problème, c'est qu'il y a rien entre 2. Enfin, il y a pas grand-chose et en plus, le truc, c'est que ça vient même pas d'eux, ce sorte de succès, à venir. C'est vraiment, paf, il y a quelqu'un qui a tagué leur maison et hop, enfin leur maison, le resto et hop, il y a des gens qui s'intéressent au truc. Et ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, au niveau de l'écriture, mais sinon, voilà, la série, elle est sympa, franchement, ça se regarde, hein, je pense ça vous prend quoi? 1 heure de votre journée à la regarder? Un truc du genre, donc bon, franchement, ça se regarde. Voilà, après, faut aimer, entendre parler québécois, quoi. Alors, cette, série-là, j'en ai déjà parlé sous format TikTok, enfin sur mon TikTok. Je pense que je vous mettrai le TikTok sur YouTube si vous voulez, une version courte, enfin une version courte, une version, ouais, courte de cette série. Donc le synopsis: une tempête de neige toxique tombe sur Buenos Aires par surprise, terrassant presque toute vie en quelques heures. Juan Salvo, vétéran de la guerre des Malouines, se prépare avec ses amis pour survivre à la chute de neige en fabriquant des vêtements de protection pour ensuite rassembler des vivres et à l'invasion extraterrestre sur Terre. Donc, pour moi, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues cette année, très clairement. Alors, c'est une série qui vient du coup d'Argentine, hein, voilà, ça se passe à Buenos Aires, c'est forcément une série d'Argentine, puisque de toute façon, chaque pays fait des séries qui se passent dans son pays, hein, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé l'Éternaute, qui est une série qui m'a marqué, surtout pour une des scènes, vers la fin. Mais bon, la série en elle-même, elle reste quand même très, très bien, hein. Qui d'ailleurs,
m'a donné beaucoup envie de lire la BD puisque c'est une adaptation d'une BD, de l'Eternauta en en espagnol, hem, que je n'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire, après avoir vu cette série. Et d'ailleurs, j'ai même très hâte d'avoir la saison 2. Alors j'en ai parlé il y a pas longtemps avec, un ami à ma mère, qui a beaucoup aimé la série aussi, mais qui trouvait le début un peu long. Moi j'avoue que je l'ai pas vécu comme ça, du coup je sais que des gens peuvent avoir du mal avec le début, le trouver long et tout. Mais moi au contraire, j'ai trouvé que c'était très bien, la façon dont la série se déroule, puisqu'en gros elle se déroule à peu près on va dire en 3 étapes. On va même dire en 4 étapes. C'est-à-dire que tu as la première étape où tu vois les gens, vivre leur vie normalement à Buenos Aires, hein, chacun fait sa petite vie, machin. Dans le cas des personnages principaux, bah, tu les vois, voilà, faire leur petite partie, leur soirée de jeux de cartes, machin et tout. Donc, tu vois, tu as la première partie où les gens, vivent normalement, donc ça, c'est une partie du premier épisode et voilà. C'est, on va dire la 1re phase, de la série qui est plutôt une phase, classique, hein, de ce genre d'œuvre. Voilà, comme moi, quand je vois l'Éternaute, ça me fait beaucoup penser à des œuvres, hein, comme La Cinquième Vague, comme, le roman, que je rêverais de voir adapté, mais qui je pense n'est pas assez connu pour ça, Sanglant Hiver, qui est un bouquin, islandais de Hildur Knudsen, qui est un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire. Voilà, pour moi qui aime pas trop les États-Unis, avoir un bouquin qui critique à mort les États-Unis, mais sous couvert d'extraterrestres et tout, enfin bref, faut lire ce bouquin-là, il est vraiment trop bien. Il faut que je lise la suite, quand j'aurai le temps. Mais voilà, de toute façon, les Islandais, voilà, pendant une période ont eu un un sacré problème avec les États-Unis. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo parce que Sanglant Hiver, j'y pense depuis longtemps, mais j'ai envie de faire une vidéo très particulière avec Sanglant Hiver, donc voilà. Hem, donc voilà, comme je disais, voilà, donc souvent dans ces séries-là, enfin dans ces bouquins-là, ou dans ces films, séries, là, tu as toujours une première phase où tu découvres les gens vivent leur vie normalement. Ce qui est plutôt normal parce que, bah, si tu veux une rupture, bah, il faut que tu les vois vivre leur vie, normalement. Donc tu as cette phase-là. Ensuite, tu as la deuxième phase, voilà, qui est la phase un peu de la première perturbation. Voilà, donc dans Sanglante Hiver, je ne sais plus c'est quoi. Dans la cinquième vague, bah, justement, ce sont les premières vagues, hein, et qui se prennent dans la tronche. Et ici, par exemple, bah, c'est la neige toxique. C'est-à-dire que d'un coup, il y a de la neige qui tombe et bah, la neige, dès qu'elle touche les gens, elle les tue. C'est aussi simple que ça, hein, de toute façon, c'est marqué dans le synopsis, hein. Voilà. Et, heu et du coup, dans toute cette phase-là, dans l'Éternaute, quand, il y a la neige toxique, du coup, on suit les personnages essayer de survivre à cette neige toxique. Parce que, bah, faut essayer de comprendre ce que c'est. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec l'ami de ma mère, qui trouvait que le début était trop long. Pour moi, c'est normal que ça soit aussi long parce que, ben, les gens ont affaire à un phénomène qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, donc bah, faut forcément avoir le temps, bah, d'expliquer ce qui se passe, de survivre à ça et moi, ce que j'aime, c'est que, par exemple, le personnage principal, alors ce que j'aime et qu'en même temps j'ai pas aimé, vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en gros, lui, le personnage principal, donc Juan Salvo, il est là avec ses potes et tout, mais il a sa fille qui est ailleurs dans la ville et du coup, bah, quand il y a cette neige qui tombe et qu'il voit que ça tue les gens, bah, il va absolument retrouver sa fille, ce qui est plutôt normal. Il veut pas la laisser, comme ça perdue. Donc ils se mettent tous des tenues, voilà, pour, se protéger entièrement le corps de la neige et du coup, le personnage principal va du coup, voyager dans la ville, pour essayer de retrouver sa fille et du coup, ce que j'aime beaucoup à travers ça, c'est qu'on a, heu, une observation de, bah, à quoi ressemble, le comportement humain, dans des situations extrêmes comme celle-ci. Alors effectivement, vous me direz, on c'est des choses qu'on a déjà vues des milliers de fois dans ce genre de séries ou de films post-apocalyptiques et c'est vrai,
Mais moi, j'aime toujours quand on prend le soin de montrer ce genre de détails. Voilà, on l'a vu, notamment, là j'ai en tête The 100, hein, voilà, où on a les gosses qui essayent de créer une société sur une planète plutôt hostile et tout. Bah là, ici, c'est un peu pareil. La neige, elle rend du coup la ville, qui est en plus encore pire que The 100, parce qu'à la base, c'est une ville où les gens ont l'habitude de vivre, mais qui d'un coup, avec cette neige toxique, devient un environnement toxique où tous tes voisins, tous les gens autour de toi deviennent eux-mêmes toxiques et tout. Enfin, bref, c'est difficile de survivre dedans. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, ce que j'ai moins aimé, même si tu avais des petites images, machin, c'est le côté où le gars, en fait, il voyage pour retrouver sa fille et qu'au finalement, bah bon, bah il la trouve pas. En même temps, Buenos Aires, à mon avis, c'est quand même la capitale de l'Argentine, ça doit être grand. Et que quand il revient, bah il revient à son point de départ. Et puis bah là, d'un coup, il voit que sa fille est là. Et tu fais, bon. En fait, le mec, il est parti en quête pour rien. Enfin bon, nous, c'est bien en tant que spectateurs, parce que ça nous permet de découvrir comment vit Buenos Aires sous cet enfer de neige toxique. Et en même temps, tu as un peu cette déception du ouais, bon, bah, en fait, le mec, il est parti pour une mission, il revient avec des nouvelles personnes, mais en même temps, la personne qu'il cherchait, ben, en fait, il aurait attendu sur place, en fait, ça aurait rien changé, parce qu'au final, bah, sa fille serait venue à lui, quoi. Et c'est vrai que dans la série, à un moment donné, tu as des images justement d'une personne avec un masque, toute la combi et tout, mais qu'on te montre que de loin, ou un peu de hauteur, machin, qui se promène dans la ville. Et bon, après, tu comprends finalement que c'était la fille du héros qui savait que son père avait ces soirées-là, que tel jour de la semaine, il y a ces soirées-là avec ses potes, chez tel pote, et du coup, bon, bah voilà, intelligemment, elle y a été. Donc, c'est pas non plus déconnant, mais j'avoue que moi, quand j'ai vu ça sur le coup, j'étais en mode, oh, le mec est parti en mission pour rien, du coup. Enfin, je sais pas, ça m'a. Je veux dire, c'est quand même logique, il y a quand même des petits détails qui te montrent le truc, et en même temps, je sais pas, ça m'a un peu déçu, quoi. Bref. Ensuite, tu as la deuxième phase, du coup, qui, comme le dit le synopsis, c'est l'invasion extraterrestre. Voilà. Comme on le voit dans toutes ces séries-là également, hein, voilà, l'invasion pure et dure, hein. On l'a, comme je disais, dans Sanglant Hiver avec les extraterrestres qui voilà, sont décrits comme les soldats américains et tout, c'est hyper bien foutu. Voilà, qui du coup prennent un peu le contrôle de l'Islande. Voilà, comme je disais avec la cinquième vague, hein, voilà, t'as les extraterrestres hein, qui sont également présents. On fait croire aux enfants qu'il faut aller les combattre et tout, alors qu'en fait, ce sont eux les extraterrestres qui leur donnent des ordres. Enfin bref, j'aime beaucoup la cinquième vague. Il faudrait que je lise tous les bouquins, comme on n'aura jamais de film, enfin de suite au film. Et, euh, et du coup, dans l'Éternaute, bah, du coup, on a une première phase de la. Parce qu'il y a plusieurs phases dans l'invasion extraterrestre, c'est-à-dire qu'il y a la phase des insectes. Donc voilà, avec des sortes de. Je sais pas comment ça s'appelle ces insectes, mais bon, c'est sortes d'insectes à carapace, quoi, qui sont là, et puis bah voilà, qui foutent la merde. Et ensuite, tu as la deuxième phase de l'invasion extraterrestre, qui est celle des humains, enfin des humanoïdes. Voilà, parce qu'en fait, c'est assez difficile de savoir. Enfin, il peut y avoir plusieurs interprétations. C'est est-ce que ces humains travaillent vraiment avec les insectes? Est-ce qu'ils ont vraiment trahi les autres humains? Est-ce que il y a une créature supérieure qui les manipule? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ou est-ce qu'ils sont morts et qu'ils ont été clonés? En sachant qu'on est sur des races extraterrestres, ils ont l'air quand même d'avoir euh, une. Ils peuvent avoir une technologie beaucoup plus importante que la race humaine. Euh, et moi, je me pose des questions comme ça parce que je me dis, si ils sont sous contrôle d'une créature supérieure, pourquoi cette créature supérieure n'a pas le contrôle de tous les êtres humains? Parce que pourquoi tu ferais tomber de la neige toxique pour tuer une grosse partie de l'humanité? Pourquoi est-ce que tu enverrais tes insectes pour tuer les humains voilà, qui font un peu trop du zèle parmi les survivants? Euh, et pourquoi ensuite tu prendrais le contrôle que de certains êtres humains? Je veux dire, si tu peux prendre le contrôle directement de tous les humains, pourquoi t'emmerder à avoir toutes ces phases pour prendre le contrôle de la Terre? Je veux dire, ça n'a pas trop de sens si c'est un pouvoir de contrôle. Euh,
Après, dans mon cas, moi, je verrais plus ça comme une sorte de clonage parce que les personnages qui disparaissent et qui réapparaissent, mais du côté des insectes, ont souvent des comportements un peu chelous, un peu bizarres. T'as l'impression que, voilà, ils sont plus vraiment eux-mêmes. Enfin, c'est un peu particulier. Et du coup, ça rend même l'invasion plus effrayante parce que j'ai envie de dire, ok, tu as des insectes géants qui t'attaquent. Bon, ok, c'est effrayant, machin. Mais quand c'est ton meilleur ami qui disparaît 5 minutes et qui réapparaît en étant hyper chelou, tu vois, qui a toujours plus ou moins sa mémoire, mais qui en même temps est hyper chelou, tu vois, ça rend, je trouve, l'invasion plus terrifiante. Voilà, notamment quand ils se rendent compte que des humains sont avec les insectes, c'est trois quatre humains qui font une fusillade sur des survivants et tout. Enfin, la scène est assez choquante. Puis, vers la fin, là j'ai trouvé que c'était très intelligent, c'est que on découvre que tu as une créature supérieure qu'on nous montre pas, c'est-à-dire qu'on voit juste son bras ou sa main, parce que tu vois une sorte de membre avec plein de doigts, et cette image-là, elle m'est restée très longtemps dans la tête, qui du coup est vu, selon le héros, comme le méchant principal. Et d'ailleurs, je trouve très intelligent de ne montrer qu'une partie de cette créature et de ne pas nous la montrer en entière pour bien qu'on reste sur cette envie de voir la suite. Donc voilà, il y a aussi d'autres aspects de la série que j'ai pas forcément envie de parler là, parce que ça spoilerait plus ou moins la fin de la série, enfin la fin de la saison 1 puisque c'est quasiment sûr qu'il y aura une saison 2, ce serait dommage qu'il n'y ait pas de saison 2, mais qui voilà, spoilerait un peu le truc. Moi, je me suis fait spoiler ce détail-là en fait en lisant les résumés, enfin le résumé de l'histoire de la BD, qui du coup aurait tendance à expliquer certaines choses de la série, enfin certains détails. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder la série comme ça. Et ensuite, après, si vous voulez vous intéresser à la BD, de vous intéresser à la BD. Parce que pour ceux qui connaissent déjà la BD, c'est moins grave, mais je trouve que ça peut enlever une révélation qui viendra, je pense, prochainement sur le héros. Donc, moi, je conseillerais vraiment de se concentrer sur la série télé et ensuite de se concentrer sur la BD une fois la série terminée. Comme ça, bah, la révélation sur qui est vraiment le héros, parce que c'est un personnage assez particulier, qui a des sortes de visions bizarres et tout. Et en fait, bah, quand on regarde la saison 1, on n'a pas encore de réponse à qui est le héros, à pourquoi il a ses visions et tout. Et en fait, moi, je les ai compris quand j'ai lu le résumé de la BD. Et en fait, bah, du coup, ça enlève totalement une révélation que je pense on est censé avoir dans la saison 2. Ou peut-être saison 3, je sais pas jusqu'où ils iront. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler du personnage principal, parce que c'est vraiment, les personnages sont vraiment très bons. Voilà, t'as le personnage, le meilleur ami du héros, qui est plus en mode, voilà, faut un peu comme Joel de The Last of Us, en mode c'est nous en priorité, les autres on s'en fout, on doit survivre, donc c'est nous la priorité. Enfin bref, il y a plusieurs types de personnages assez classiques hein, de ce genre d'œuvre, et qui sont vraiment très bons. Mais voilà, dans le cas du héros, personnellement, j'aime beaucoup le héros, mais si je rentre trop en détail sur lui, bah, ça peut spoiler une révélation qu'il y aura par la suite. Voilà, que moi j'ai découvert en lisant la BD, mais qui, je pense, ils vont partir là-dessus prochainement. Donc voilà, on va plutôt passer à la suite. Et je vous mettrai le petit TikTok si vous voulez le découvrir. Ensuite, Nine Puzzle. Alors Nine Puzzle, voilà, j'avais mentionné, je pense, dans l'épisode 1 des rattrapages comme une série que je n'avais pas terminée parce que j'avais du mal à rentrer dedans. Finalement, je l'ai terminé. Voilà. Donc le synopsis, deux enquêteurs intrépides doivent mettre de côté leurs différences et faire équipe après qu'un tueur en série commence à jouer avec la police. Donc série finalement que j'ai trouvé plutôt sympa. C'est peut-être la série coréenne que j'aime le moins. Alors, ça reste quand même une bonne série, mais c'est peut-être la série coréenne que j'aime le moins. Peut-être que la saison 2, je l'apprécierai beaucoup plus que la saison 1. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que Nine Puzzle, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Déjà parce que la série est longue, hein. Je crois qu'elle fait entre 10 et 12 épisodes, un truc comme ça. Là où aujourd'hui on est plus habitué à un format de 6 à 8 épisodes. En plus, ce sont des épisodes hein, qui souvent tournent entre 50 minutes, 1 heure aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je trouve que c'est totalement de l'arnaque, hein, parce qu'à l'époque,
On avait entre 20 et 24 épisodes, mais qui duraient vraiment 40 minutes, et encore 40 minutes, hein, tu pouvais limite compter le générique des fois dedans. Enfin, tu avais le générique de début, le générique de fin, donc vraiment, tu étais limite à du 36 à 38 minutes de série, hein, en fonction des génériques, parce qu'il y en a qui sont longs, il y en a qui sont très courts, ça dépend des séries. Aujourd'hui, on est en mode oui, c'est bon, regardez, on a des séries courtes, hein, ils font que 6 à 8 épisodes, sauf que tu regardes la durée des épisodes, ils font 1 heure, des fois, tu as même des épisodes qui durent 1 heure et quart, enfin, c'est beaucoup trop long. Enfin, au bout d'un moment, on est censé regarder une série, on n'est pas censé regarder un film. Ça, moi, c'est quelque chose que je déteste, hein, mais bon, c'est pas forcément le sujet pour Nine Puzzle, hein, mais je déteste le fait que les durées d'épisodes dure aussi longtemps qu'un film. Pour moi, c'est pas normal. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo juste pour parler de ça, mais pour moi, c'est pas normal. Voilà, un épisode, c'est pas censé durer autant qu'un film, hein. Sinon, bah, tu fais directement un film. Voilà, c'est surtout que bah, plus les épisodes sont longs, si en plus t'as rien à raconter derrière, bah c'est très relou, quoi. Bref, dans le cas de Nine Puzzle, en tout cas, c'est pas ça le problème, à part que pour moi, il y avait beaucoup d'épisodes. Là encore, ça passe parce que du coup, t'as d'abord, ils vont d'abord aller vers un premier, des premières, un premier suspect, première suspecte, mais qui finalement n'est pas le tueur en série. Du coup, ça relance l'enquête, machin. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez long parce que comme la série s'appelle Nine Puzzles, et ben, comme on le voit sur la photo, l'héroïne, à chaque meurtre, elle a une pièce de puzzle. Donc d'abord, il y a la pièce de puzzle sur la mort de son oncle quand elle était enfant, quand elle était plus jeune, quoi. Et ensuite, quand elle est adulte, il y a plein d'autres meurtres et tout ça, avec des nouvelles pièces de puzzle qui apparaissent. D'ailleurs, la série est suffisamment bien écrite pour qu'on ne devine pas spécialement qui est le tueur ou la tueuse en série. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. En plus, moi j'étais content parce que personnellement, quand j'ai vu la série, que dans le casting il y avait une personne, je préfère dire une personne parce que comme ça prend les deux sexes et ça évite de trop orienter si vous n'avez pas encore vu la série et que vous voulez la voir. Mais qu'il y a une personne que moi j'aime beaucoup dans le cinéma coréen et qu'au début j'ai vu que son rôle avait pas l'air très important et que bah, finalement voilà cette personne-là est finalement plus importante que prévu, bah, finalement j'étais content. Voilà. Mais je veux pas trop en dire parce que bah, effectivement cette personne-là que moi j'étais juste content de voir, c'est avéré être, être la tueur ou le tueur. Donc voilà. Mais voilà. Donc la série, elle se fait plutôt bien. Si on aime bien les séries coréennes, alors personnellement j'aime beaucoup les séries coréennes, hein, voilà, hein, je suis un grand fan de Sweet Home, de My Name, de All of Us Are Dead. Bon, j'ai un peu de mal avec la créature de Kyung Song là. euh, Celle-là, j'ai du mal à rentrer dedans aussi. Enfin, il y a des séries comme ça, j'ai du mal à rentrer dedans. Il y en a, je les regarde vraiment d'une traite et bah, comme Sweet Home ou My Name, pour moi, ça fait vraiment tous les deux partie de mes séries préférées de tous les temps. Mais mais il y en a, ouais, c'est un peu plus dur. Et dans le cadre de Nine Puzzle, il y a deux facteurs qui font que pour moi, ça a été dur de rentrer dedans. Déjà, c'est l'héroïne. L'héroïne, pour moi, est plutôt insupportable à suivre, dans le sens où elle a quand même affaire à un tueur en série ou une tueuse en série, hein, ça peut être l'un ou l'autre, qui tue plein de gens, qui l'implique en lui donnant ces pièces de puzzle, hein, qui forment une sorte de dessin qui mène à la scène finale de la série. Euh, et ce qui est chiant, c'est qu'en fait, elle est tout le temps plein d'enthousiasme. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un héros de shonen dans la série, quoi. Tu vois, les héros de shonen, ils sont tout le temps
joyeux, hyper optimistes, machin, même quand ils ont affaire à des méchants, hyper forts. Alors bon, des fois, ils ont un petit coup de colère et tout pour le battre et tout, mais en général, ils sont tout le temps hyper heureux, hyper joyeux, machin et je trouve que dans une série comme Nine Puzzle, hein, qui est quand même très sombre, hein, beaucoup de scènes se passent la nuit, c'est quand même, enfin, voilà, la série, elle a pas une imagerie, très lumineuse, hein, c'est vraiment très sombre et pourtant, ben, tu as un peu cet aspect, bah, une héroïne hyper joyeuse dans un monde hyper sombre et c'est hyper chelou. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à mixer avec cette héroïne. Et le deuxième point qui fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est que la série, elle est très longue. Et dans la série, du coup, l'héroïne, comme j'ai dit, quand elle était petite, son oncle s'est fait tuer et elle a trouvé une pièce de puzzle ici. Mais du coup, la police également, elle est arrivée et l'a trouvée avec le cadavre de son oncle. Et ce qui fait que dans la série, tu as deux personnages principaux. Tu as elle et un mec un peu plus vieux, hem, qui, en fait, lui, depuis, toutes ces années, en fait, il pense que c'est elle qui a tué son oncle. Voilà et en plus, le fait que le ou la tueuse en série, envoie des, pièces de puzzle à l'héroïne, pour lui, il voit ça comme un symbole qu'elle est liée au meurtre, de près ou de loin, et tout ça. Et le truc, c'est que encore tu fais durer ça deux trois épisodes, voilà, en mode, voilà: «Moi, je ne crois pas en toi, je pense que tu es lié au meurtre, machin». OK, mais quand c'est quasiment la moitié, voire un peu plus de la moitié que le mec, il, soupçonne, personnage principal et tout, c'est c'est juste long, c'est chiant, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que et tu vois, ce côté où 2 personnages au début ne s'entendent pas trop, mais finissent par devenir, des alliés. On voit souvent ça, dans le cinéma. Alors j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, tout de suite, mais ça arrive quand même assez régulièrement, ce genre de personnages qui s'entendent pas trop, parce qu'ils viennent soit de milieux différents, de choses comme ça, mais ils sont obligés de travailler ensemble et puis qui finalement, à la fin, se rendent compte, voilà, qu'ils s'aiment bien et tout, voilà, hem, c'est si j'ai le film The Pick-up, alors c'est pas vraiment le meilleur exemple The Pick-up, hein, mais avec, Eddie Murphy, où tu as Eddie Murphy et le jeune, le jeune avec qui il va travailler qui voilà, hein, c'est typiquement ça, les 2 ne s'entendent absolument pas du tout, voilà et puis à la fin, ils deviennent super potes et tout. Mais quand tu es sur un film d'une heure et demie, tu vois, ça passe, parce que ça dure qu'une heure et demie et encore toute la période où ils s'entendent pas, ça dure peut-être quoi? 50 minutes dans le film? Parce que d'abord tu as l'intro pour les présenter et puis ensuite, bah, tu as l'aventure et puis tu as la conclusion. En général, ils finissent par bien s'entendre avant la conclusion, donc on va dire que ça dure 40-50 minutes ce moment, donc tu vois, ça passe. Mais quand, là, tu as la même chose, mais pendant au moins 2-3 heures, bon, ça commence à être relou, quoi. Et moi, honnêtement, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, cet aspect, où, où voilà, les 2 personnages principaux ne s'entendent pas pendant les 3/4 de la série, enfin, je dirais moitié, 3/4 de la série. Ça, j'ai eu beaucoup de mal avec, et voilà et c'est dommage, c'est très dommage parce qu'en vrai, l'enquête en elle-même, elle est vraiment très cool, hein. Chaque pièce de puzzle qui représente un meurtre, voilà, les raisons de pourquoi tous ces gens-là sont assassinés, machin, parce que les gens qui sont assassinés, j'en dirai pas beaucoup plus sur eux, mais ce ne sont pas des gens bien, ce sont tous des ordures qui sont tués, bah, du coup, par une autre ordure, hein, parce que même si c'est quelqu'un qui se dit, entre guillemets, un peu «justicier» qui tue les autres gens, bah, commettre un meurtre, ça reste quand même quelque chose de pas ouf, quoi, même si tu tues des gens mauvais, bah, tu restes un meurtrier. Finalement, tu deviens comme les gens que tu tues et d'ailleurs, la série, joue plutôt bien là-dessus, quand on voit la scène finale. Et voilà. Et du coup, il y a plein, plein de bonnes choses là-dedans, hein. Comme je dis, l'enquête, elle est très bonne. Tout l'aspect, du tueur ou de la tueuse est vraiment très bon. Et en fait, pour moi, ce qui m'a vraiment tout gâché et qui fait que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour finir la série, bah, c'est vraiment l'héroïne et la relation entre l'héroïne et son sidekick, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Après, comme je disais, la saison 2 pour moi, elle sera peut-être beaucoup plus appréciable s'il faut une saison 2 parce que du coup, bon, pour moi, il y a quand même un problème avec la saison 2, c'est que déjà dans la saison 2,
En fait, en gros, quand la série, elle se termine, on a une ouverture vers une nouvelle saison. C'est-à-dire que, hop, le héros, il tombe sur un cadavre. Voilà, du coup, tu sens que voilà, ils vont repartir enquêter sur d'autres cadavres. T'as l'héroïne qui le rejoint. Et du coup, il découvre une nouvelle pièce de puzzle. Bon, pour moi, c'est un problème et pas un problème en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un problème où bah, ce truc des puzzles par rapport au meurtre, c'était vraiment un truc distinctif bah, du tueur de la première saison. Donc à partir du moment où tu fais une saison 2 où il y a également des pièces de puzzle, bah, tu as plutôt intérêt à très très bien nous l'expliquer. Voilà, parce que ceux qui ont vu la série, vous comprenez pourquoi je dis ça. Ceux qui n'ont pas encore vu la série, vous comprendrez quand vous verrez la série. Mais pour moi, c'est pas normal qu'il y ait des nouvelles pièces de puzzle. Encore une fois, vous comprenez si vous avez vu la série. Mais voilà. Et alors après, ça peut être un imitateur, hein, voilà. Moi, on me dit c'est un imitateur, en vrai, ça me va, ça me suffit. Mais il faut quand même que ça soit expliqué sur pourquoi il y a des nouvelles pièces de puzzle alors qu'il n'est plus censé y en avoir, quoi. Voilà, il y a le premier tableau qui a été fait, pourquoi il y en a d'autres, quoi. Bref. Mais du coup, ce qui fait que pour moi, la saison 2 va être plus agréable, bah, c'est surtout que les deux personnages principaux, maintenant, ils s'entendent bien. Voilà, ils sont potes. On va plus passer la moitié, voire les trois quarts de la série à se dire moi, je crois pas en toi, j'ai pas confiance en toi, machin. Non, les deux, ils s'entendent bien. Ils ont une très bonne alchimie maintenant. Donc, on va vraiment être dans de l'enquête pure un peu à de la Sherlock Holmes et Watson. Voilà, on va vraiment être dans un truc comme ça, quoi. Et du coup, je pense que effectivement, saison 2 s'il y a, sera beaucoup, beaucoup plus agréable pour moi. Donc voilà, on va pouvoir passer au suivant. Toi, j'en avais parlé longtemps, celui-là. Alors, voilà. Donc, celui-là, j'en ai pas parlé longtemps la première fois, j'en parlerai pas très longtemps maintenant non plus, parce que bah, c'est une série assez particulière. Donc, Number One Happy Family USA. Donc il s'agit d'une famille musulmane américaine qui doit apprendre à changer de code au début des années 2000. Voilà, série qui aura sûrement une saison 2 que je pense que je ne regarderai pas parce que j'ai vraiment pas aimé cette première saison. C'est une série qui avait du potentiel, mais que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Je suis pas rentré dans le délire. Voilà, c'est un peu une série qui se veut jouer un peu sur une critique de certaines sociétés et tout, un peu comme le fait Futurama, mais avec un couvert de science-fiction. Voilà, pareil avec Solar Opposite. Voilà, bon, je prends ces exemples-là parce que bah, je connais beaucoup moins les Simpsons, South Park, Family Guy, ou toutes ces séries-là qui, j'imagine, font la même chose, mais qui personnellement m'intéressent pas plus que ça. Voilà, moi je suis juste un gros fan de Futurama et Solar Opposite, mais les autres séries d'animation dans ce style-là, c'est vrai que je les regarde quasiment pas, hein, voilà. Je connais, mais je regarde pas. Bref, donc j'ai tenté celle-ci, et celle-ci, j'ai pas trop aimé parce que, bon, ça part un peu dans tous les sens, surtout la fin qui n'a aucun sens. Mais bref, en gros, la série, elle commence normalement. On suit une famille de musulmans, normale aux États-Unis. Bon, tout va bien, c'est même plutôt agréable le début. Et puis d'un coup, paf, il y a des attentats bah, du 11 septembre et tout. Et puis ben là, voilà, t'as toutes les États-Unis qui se retournent contre les Américains, parce que bon bah voilà, tout de suite on est en mode ah c'est les musulmans qui ont pété les deux tours, enfin qui ont pété une des deux tours, je crois qu'il n'y en a qu'une qui a pété, hein. Bref, en tout cas c'est en mode ah c'est à cause des Américains, c'est à cause des musulmans, machin, donc tous les musulmans deviennent voilà des gens horribles aux États-Unis, machin, et deviennent un peu la cible des attaques des Américains. Bref. Et, et du coup, ben, le but de la série, c'est que la famille ne veut pas quitter les États-Unis, elle ne veut pas repartir dans le pays d'où ils viennent. Alors, je ne sais plus quel pays c'est, mais ils ne veulent pas repartir, ils veulent rester. Donc, ils décident du coup de faire genre, ils ne sont pas musulmans, donc ils essayent de vivre selon les codes américains et tout ça. Enfin, bref, c'est dans l'idée, c'est plutôt pas mal, mais en fait, je pense que je ne suis pas la cible de cette série-là, parce que bah du coup, je suis pas musulman. Quoi? Bah attends, je finis ma vidéo et j'arrive.
Et du coup, moi je pense que je suis pas du tout la cible de ce genre de série. Parce que comme je disais, je suis pas musulman, j'ai aucune religion et là, la série, elle est là un peu pour se moquer des gens qui ont cette religion, qui ont dû s'acclimater à, la situation, d'après, les attentats et qui du coup, moi, m'a pas fait rire, il y a pas mal de choses que j'ai pas forcément, comprises et tout, ça m'a pas fait rire et la fin, elle est pas ouf non plus, quoi. La fin, c'est vraiment, tu comment il s'appelle? George Bush qui kidnappe le héros pour l'envoyer dans je sais plus quel pays africain pour choper Ben Laden. Enfin, bref, tu pars d'une sitcom, à la base pour montrer comment les musulmans ont dû vivre après les attentats, pour au final partir dans un truc complètement what the fuck, dans je sais plus quel pays, pour choper Ben Laden. Enfin bref, ça n'a aucun sens. La série, pour moi, elle est pas bonne. Franchement, je pense que certains auraient pu apprécier, mais franchement, pour moi, c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Donc, hop. Ensuite, ah si, j'en ai quand même parlé pendant. Ah si, j'en ai quand même parlé pendant longtemps, en fait. Attends, j'en ai parlé pendant longtemps, ou c'est mon truc qui bug. Ah non, c'est mon truc qui bug. Donc, ensuite, on a la série On Call. Euh, donc, dont le synopsis est celui-ci. Donc, Tracy Harmon est une officier chevronnée et formatrice du département de la police de Long Beach. Elle patrouille dans les rues avec son jeune partenaire Alex Diaz, tout juste sorti de l'école de police. Ils répondent aux appels d'urgence tout en faisant face aux conséquences de la mort récente d'un collègue, Maria Delgado. Enfin, plutôt d'une collègue, puisque c'est pas un homme, abattu lors d'un contrôle routier. De plus, une nouvelle politique au sein des services de police met tout le monde en ébullition. Bref, pareil, c'est une série que j'ai plutôt bien aimée, euh, qui du coup suit deux. En fait, c'est une série qui a deux fils rouges. Enfin, un fil rouge et ensuite des petites choses qui se passent autour, qui est plutôt intéressant. Donc voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir le personnage de Tracy Harmon en flic ici, puisqu'elle était déjà apparue dans NCIS, dans les premières. Enfin, elle avait fait un caméo dans un ou deux épisodes, dans NCIS en tant que la sœur de Maggie, puisque du coup, euh, c'est, je crois, la belle-sœur de l'acteur qui joue Maggie, un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'était assez marrant de la voir ici en tant que flic. Et d'ailleurs, s'appelait Tracy Harmon, sachant que l'acteur qui joue Gibbs dans NCIS s'appelle Mark Harmon. Donc je sais pas si c'est fait exprès le lien entre le fait que le père de l'actrice a créé NCIS, qui est vraiment un gros truc aux États-Unis, ou pas, mais en tout cas, c'est assez marrant, voilà, que le personnage et le nom de famille du héros de la série dans laquelle elle a fait quelques caméos il y a quasiment 20 ans. Euh, et du coup, en fait, l'histoire, tu as ce fil rouge, enfin, tu as même, on va dire, deux fils rouges, finalement. Tu as celui, justement, de Tracy Harmon qui doit faire face à la mort de son ancienne partenaire, donc Maria, enfin, c'est même pas partenaire, mais c'est la personne qu'elle a formée avant, voilà, qui a été tuée, et que du coup, toute la série avance dans ce sens de retrouver les personnes qui sont coupables de la mort de Maria Delgado. Tu as le deuxième fil rouge autour de Alex Diaz, mais qui a plus ou moins s'imbriqué à un moment donné avec le fil rouge de Tracy Harmon, qui lui en fait veut juste devenir flic, hein. Voilà, c'est juste ça. Lui, il veut juste devenir flic, et puis du coup, voilà, il va aider petit à petit son équipière à avancer dans son histoire. Donc voilà, et puis comme tu dis, il va être impliqué puisque son frère qui est en prison, voilà, par rapport à des actions qu'ils ont fait, va être en danger, voilà, à cause d'eux. Donc voilà, les deux histoires d'un moment se lient à l'histoire principale. Et comme je disais, il y a des petits trucs qui gravitent autour parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement à l'histoire principale, donc qui est de retrouver le meurtrier de Maria Delgado, mais qui est également de voir le quotidien des flics,
de manière générale, donc avec les arrestations, parce que machin, il a de la drogue sur lui, parce que machin se fait battre par son mari, enfin voilà, t'as une scène où t'as une femme qui se fait battre par son mari, et d'ailleurs qui me rappelle beaucoup des choses que j'ai vues dans des documentaires, donc en plus il y a un aspect vraiment très réaliste, voilà, parce que la femme qui se fait tabasser par son mari ou quelqu'un comme ça, et puis qui est en mode non, 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 mais c'est entre guillemets exceptionnel, machin. Ça, j'ai déjà vu plein de documentaires, parce que je regarde des fois des documentaires sur la police et des trucs comme ça, j'en ai déjà vu pas mal. Voilà, parce que les femmes ont peur de ce qui peut se passer si le mec, bah, il est relâché ou quoi que ce soit, d'avoir les conséquences et tout. Et du coup, qui font comme si, voilà, il s'est rien passé. Et bah, ça, la scène, elle est assez marquante parce que bah, du coup, c'est des scènes que, à mon avis, les flics en vrai peuvent être vraiment confrontés. Voilà, il y a des scènes où ils arrêtent des gens, voilà, parce que bah, consommation de drogue, enfin bref. Euh, Il y a pas mal de petits trucs à côté qui font pas forcément avancer l'histoire principale, mais qui montrent que voilà, c'est oui, on n'est pas dans les séries policières habituelles. J'ai envie de dire, je prends l'exemple d'NCIS que j'aime énormément. C'est vrai que dans NCIS, c'est voilà, t'as une enquête, les personnages sont uniquement sur l'enquête et ils font rien d'autre à côté. Enfin, ils ont leur vie à côté, mais bah, vous avez compris. Alors que là, t'as l'enquête principale sur Mare Delgado, mais à côté, il y a quand même des petites arrestations, des petits trucs sur des faits un peu divers et tout ça. Donc, qui a un côté un peu plus réaliste. Voilà. Et en termes de technique, il y a une chose que j'aime bien, c'est que au niveau de la caméra, on filme parfois avec une caméra normale, et comme les flics, ils ont cette caméra là au niveau de la poitrine, pour filmer les arrestations, les machins, bah, du coup, on a aussi des images filmées par ces petites caméras. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que ça donne une imagerie différente. En même temps, ça rentre en compte sur des choses qui se déroulent directement dans la série. Donc c'est plutôt cool. Et on a une fin. Il y aura sûrement une saison 2, j'espère, parce que la série, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, mais on a une fin qui est plutôt étonnante par rapport au héros. C'est-à-dire que là, on s'attend à quelque chose de précis pour lui, et ben finalement, ça n'arrive pas. Et là, c'est surprenant. Je veux dire, vraiment, la fin de la série est très surprenante. Et franchement, ça me donne vraiment envie de voir la suite. Alors ensuite, on a Side Quest, qui est dérivé de Mystic Quest, le festin du corbeau. Alors je ne connais pas du tout. La série Side Quest explore la vie des employés, des joueurs et des fans gravitant autour du célèbre jeu vidéo. Alors Side Quest, pour moi c'est une série qui est très moyenne. Je crois que c'est une série d'Apple TV ou un truc comme ça. Série très moyenne, qui a que 4 épisodes. Et en fait, il y a 2 épisodes que j'ai aimé et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, et il y a 2 épisodes que j'ai pas du tout aimé. Il y a le premier épisode, en gros, c'est le graphiste de la série qui essaye de prendre des vacances pour son mariage ou pour faire sa demande en mariage, enfin, je sais plus trop, un truc du genre. Enfin, en tout cas, c'est lié à la thématique du mariage. Mais il y a son patron qui n'arrête pas de le harceler pour qu'il fasse ses dessins et tout, pour le jeu vidéo, pour présenter ça à des Japonais, voilà. Et franchement, l'épisode, il est juste horrible. Franchement, c'est juste un épisode où vraiment c'est juste du harcèlement, du harcèlement, du harcèlement. Et puis à la fin, le héros qui est humilié devant les Japonais ou je sais plus quoi. Enfin, bref, c'est l'épisode, j'ai pas du tout aimé. Franchement, peut-être que certains peuvent aimer celui-là, mais franchement, moi, je l'ai pas aimé. Ensuite, on a le deuxième épisode que je n'ai pas aimé, qui est celui qui se passe dans la boutique. Puisque forcément, beaucoup de jeux vidéo, de séries télé ou trucs comme ça ont des produits dérivés. Donc, automatiquement, là, on passe côté boutique où sont vendus les dérivés. Et ici, globalement, c'est lié aux comics, liés aux jeux vidéo. Un peu comme peut faire League of Legends, hein, où tu as League of Legends et tu as des comics liés à League of Legends. Euh, et, euh, et la boutique, bon, déjà, t'es dans une boutique où t'as que des noirs dedans. Bon, à la limite, on peut accepter. Sauf que tu as un blanc, et forcément, dans ce genre de série
À votre avis, quel genre de rôle a Leblanc? Eh ben, il a le rôle du personnage hyper bizarre, hyper toxique, voilà, parce que vraiment le mec il vient, c'est lui, il s'intéresse pas aux trucs de geek un peu cool et tout. Dans lui, ce qui l'intéresse, c'est les hentai. En plus, le mec, il prend les bouquins pour aller dans les chiottes, pour aller vraiment, hein, faire ce que vous imaginez qu'il fait avec le bouquin, pour ensuite revenir dire bon bah vas-y, c'était cool, je le prends. Tu es en mode mais quoi? Pourquoi le seul blanc de l'épisode, c'est un gros dégueulasse, bizarre, alors que tous les personnages noirs sont très cool. Alors bon, ils se battent tous entre guillemets, hein, ils s'affrontent tous pour avoir le comics, puisque finalement, quand il y a l'approvisionnement des goodies, en fait, ils ne reçoivent qu'un seul comics, et du coup, bah, tu as au moins trois quatre persos qui le veulent, donc ils entre guillemets, ils s'affrontent pour être celui qui l'aura. Donc voilà. Et du coup, ce qui moi fait que j'ai pas du tout aimé cet épisode-là, c'est que tu es vraiment dans un épisode où tous les noirs sont cool. Voilà, même s'ils sont pas d'accord pour savoir qui aura le bouquin, machin, ils sont quand même tous très cool. Par contre, le seul blanc, c'est juste un gros dégueulasse, gros pervers, machin, et tu dis, mais pourquoi? Genre, juste pourquoi? Voilà, si vous voulez faire une boutique avec que des noirs, enlevez le blanc et la série, elle passe mieux, hein, j'ai envie de dire, plutôt que rajouter un blanc que juste un gros dégueu. Et en plus, d'ailleurs, c'est le gros dégueu qui va, au final, débloquer la situation en disant bon, bah, on a juste à prendre le livre et le lire ensemble. Et voilà, moi je vous le lis, et puis bah, voilà, vous êtes tous contents, vous avez tous su l'histoire. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. L'épisode est juste très nul. Et je pense que s'ils avaient enlevé le blanc pervers, je pense que l'épisode aurait été mille fois mieux, hein, voilà, très clairement. Ensuite, il y a un épisode que j'ai trouvé plutôt sympa, qui est un peu déprimant sur la fin, mais qui est la version des joueurs du jeu vidéo, hein. D'ailleurs, quand je vois une série qui s'appelle Side Quest autour du jeu vidéo, bah, c'est vraiment typiquement l'épisode que moi je m'attendais à voir, et qui est vraiment très cool, puisque bah, du coup, le jeu Side Quest c'est une sorte de MMO, enfin, même pas moins, ouais, si, c'est un jeu du style Warcraft, hein, voilà. Et du coup, on suit quelques amis, voilà, bah, avancer dans le jeu vidéo, voilà, jusqu'à ce que, bon, bah voilà, tout se passe mal et machin. Mais j'ai trouvé ça très cool, voilà, parce que moi, quand j'ai lancé cette série-là, c'est ce que je voulais voir. Alors, voir les autres aspects, c'est bien aussi, mais celui-là, plus particulièrement, c'est celui que je voulais le plus voir. Et au final, c'était plutôt sympa. Bon, au final, ce qui est un peu dommage, c'est que les personnages choisis sont tous des adolescents, plus ou moins des adolescents. Donc forcément, c'est très humour, caca prout prout, et puis voilà, bon, c'est un peu dommage. Mais l'épisode reste plutôt sympa parce que bah, c'est ce qu'on veut voir quand on lance une série qui parle de jeux vidéo, quoi. Bref. Et le dernier épisode qui pour moi est le meilleur, c'est celui qui est sur la composition de musique autour du jeu SideQuest. D'ailleurs, j'ai oublié qui était le personnage. Si, c'est le gars qui joue Gabriel dans Mission Impossible. Donc le méchant des deux derniers Mission Impossible, hein, celui qui obéit à l'IA, là, qui joue le maître compositeur, je sais pas comment on appelle le rôle, hein, de celui qui gère un orchestre et tout, mais bref, qui j'ai trouvé très bon dans l'épisode, voilà, parce qu'en gros, l'épisode, c'est une gamine qui a vu l'orchestre et tout, qui a décidé de devenir comme eux, voilà, qui a tellement kiffé, qui du coup va se lancer dans, dans la musique et qui va rejoindre l'orchestre. Au début, tout se passe bien, qu'elle est hyper talentueuse, mais petit à petit, en fait, ça va pareil mal se passer. Et en fait, voilà, on va très vite la remettre à sa place. Le gars qui joue Gabriel dans Mission Impossible, hein, voilà, lui dit voilà, moi je suis passionné par la musique, mais là en gros, on est là pour faire de l'argent, pour avoir un public, machin. C'est la musique n'est plus, en fait, une fois qu'on est sur l'orchestre, ce n'est plus la musique la priorité, c'est le résultat que ça va apporter sur les gens qui suivent l'orchestre. Enfin bref, je l'explique très mal, mais globalement, quand tu arrives dans ce métier-là, c'est par la passion, mais une fois que tu es dedans, ce n'est plus la passion qui compte le plus, mais bah, le résultat de ce que tu vas produire. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Voilà et au final, du coup, l'héroïne va continuer à faire de la musique, mais dans un domaine où là, elle pourra mettre vraiment en avant la passion, même si elle sera plus, de tournée mondiale ou une tonne de fric en voyageant avec l'orchestre. Mais voilà. Cet épisode-là, pour moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bon. En tout cas, ça a été mon préféré. Alors pourtant, les trucs musicaux et tout, c'est pas forcément mon délire en général, mais voilà, je trouve que c'est un très très bon épisode. Ensuite, on a Sirène. Euh, donc, le synopsis qui est très long. Devon DeWitt, une femme à la vie dissolue, s'inquiète de voir sa sœur cadette Simone ignorer ses messages alarmants sur la santé de leur père qui se dégrade. Elle parvient à retrouver le lieu où elle vit, un domaine sur une île possédée par un milliardaire où elle est assistante de son épouse. Déterminée à protéger sa sœur qui semble tomber sous l'emprise de sa patronne, l'énigmatique Michaela Kell, Devon décide d'intervenir. Elle se retrouve rapidement piégée dans un jeu de manipulation où rien n'est ce qu'il paraît. Alors, c'est une série que je trouve moi plutôt moyenne. Déjà quand tu as le nom Sirène, tu t'attends à un truc un peu fantastique. Pareil, tu un moment, une scène, où, Michaela, elle a l'air de manipuler Devon par la parole et tout, qui est quand même un pouvoir des sirènes, pouvoir manipuler les marins, avec leur voix. Donc, tu t'attends à un moment donné une révélation un peu surnaturelle et tout, qui finalement en fait n'arrivera jamais, hein. La série c'est vraiment, voilà, c'est que des humains, il y a pas de sirènes ou quoi que ce soit. Mais je peux comprendre le côté on manipule les gens par la parole et tout, mais je trouve que le titre a quelque chose qui peut perturber. Voilà, parce que moi quand j'ai lancé la série, je m'attendais à un truc un peu surnaturel. Voilà, quand tu vois, certes, t'as certaines scènes qui ont tendance à te faire écho à du surnaturel, alors qu'en fait, il n'y a absolument rien de surnaturel. Et ça, c'est un peu dommage. Et effectivement, la série, en fait, c'est juste ça. En fait, c'est juste, euh, en gros, des milliardaires, hein, voilà, qui profitent hein, de leur statut, voilà, dont la Michaela, voilà, qui essaye d'organiser une sorte de gala ou je ne sais plus quoi. Mais à ce moment-là, tu as du coup, en gros, Simone qui est le bras droit de Michaela, et du coup, tu as sa sœur Devon qui arrive pour le dire à sa sœur, bon, maintenant tu viens m'aider à nous occuper de notre père, voilà, qui, à mon avis, la santé, voilà, voilà, de pire en pire. Mais du coup, la sœur, elle veut pas, sauf qu'en fait, t'en as une qui veut absolument forcer l'autre à venir, sauf que l'autre, elle veut rester sur l'île et tout, enfin bref, c'est le bordel. Et du coup, on a Devon qui, du coup, découvre de plus en plus ce monde de riches, voilà, où juste les apparences comptent plus que le reste, voilà. Sans compter d'autres choses qui se passent, comme de la tromperie, bref. C'est une série qui, voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. Elle n'est pas très longue, je crois qu'elle fait entre peut-être 8 épisodes, un truc comme ça, 6 ou 8 épisodes. Ça reste sympa à regarder, mais c'est pas vraiment la série que je retiens le plus. Moi, honnêtement, je l'ai regardé, c'est juste pour voir l'acting de Millie Alcock, parce que en fait, juste avant de voir Sirène, j'ai vu Superman, que personnellement j'ai bien aimé, et à la fin de Superman, on voit Millie Alcock dans le rôle de Supergirl, qui, voilà, qui je trouve a fait sur sa scène a l'air d'une très bonne Supergirl, le costume lui va super bien et tout ça. Mais je me suis dit, est-ce qu'elle a vraiment, en termes d'acting, ce qu'il faut pour bah, tenir un rôle complet en tant qu'héroïne dans un film? Parce que moi, je n'ai pas vu House of the Dragon, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut dedans, parce que bah, je compte bien regarder Game of Thrones un jour avant. Euh, mais voilà, donc je me suis dit, il y a Sirène qui est là, qui m'oblige pas à regarder 8 saisons d'une série, enfin, même si j'ai déjà, il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'on pouvait regarder House of the Dragon sans voir Game of Thrones et tout ça, mais voilà, je verrai comment je regarderai les choses quand j'en aurai envie. Mais voilà, je me suis dit, il y a Sirène qui est là, il y a entre 6 et 8 épisodes où je peux voir l'acting de l'actrice, et voilà. Et d'ailleurs, actrice qui est vraiment très bonne, hein. Vraiment, Emilia Cook, c'est une très bonne actrice. La Devon DeWitt est interprétée par l'actrice qui joue dans Drop Game. J'ai oublié son nom, mais pareil, qui est une bonne actrice, hein, voilà. Voilà, même dans les acteurs, hein, bon, Michaela Kell, j'oublie toujours le nom de cette actrice, mais quand même une actrice assez connue.
Le mari de Emilia Cook, c'est Kevin Bacon. Donc voilà, on a quand même un casting plutôt intéressant. Mais la série, voilà, faut vraiment aimer ce genre de petite série un peu drama, voilà, où oui, mais machin a menti à machin, mais machin ment à truc, ah, puis machin a embrassé truc dans le dos de machin. Enfin, faut vraiment aimer ce genre de série, voilà. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, ça n'a pas été ma série coup de cœur, quoi. Au moins, je sais maintenant que Millie Alcock, c'est une très bonne actrice et qu'elle sera très certainement très bien dans le rôle de Supergirl. Donc au moins, la série a rempli l'objectif hein, pour lequel je l'ai regardé. Mais, euh, mais voilà, la série en elle-même, elle se regarde, mais elle n'est pas non plus incroyable. Voilà, surtout qu'à un moment donné, tu as une révélation qui est faite, euh, pas devant les sœurs. Et je trouve ça dommage parce que bah, la série, la façon dont elle se conclut, bah, on a l'impression qu'il n'y aura pas de suite. Peut-être qu'il y en aura une, mais bon, si on aura une, ce sera juste une répétition, hein, parce qu'en gros, hein, c'est simple. Bon, la série elle est pas ouf, donc bon, je voulais pas être spoilé, passer directement au chapitre suivant, parce que voilà, vous avez les petits chapitres dans la description. Si vous voulez pas être spoilé, passez au chapitre suivant. Mais voilà, si ça vous dérange pas d'être spoilé, voilà, vous pouvez rester. Mais voilà, donc je vous laisse quelques secondes. Donc, voilà. Si vous êtes encore là, pour moi, si vous n'avez pas peur d'être spoilé, vous en fichez. Mais en gros, à un moment donné, on apprend qu'en fait, en gros, tu as toute une histoire où on apprend que la mère de Simone et Devon a tenté de se suicider dans une bagnole avec Simone dans la bagnole, donc voilà, qui a essayé de se tuer avec sa gamine, et tout ça. Et en fait, la série, elle se déroule. Voilà, on apprend voilà, que Simone a un passé assez tragique et tout ça. Et plus tard, en fait, on apprend que en fait, cette mère qui a tenté de tuer Simone et de se tuer elle-même au passage, en fait, c'est Michaela elle-même. Et qu'en fait, sans ça le voir, en fait, si Simone est si proche de Michaela et qu'elle travaille pour elle, en fait, c'est parce que Michaela, c'est sa mère. Bon, elle le sait pas, Simone, mais en fait, elle travaille pour sa mère. En fait, la mère, d'une certaine manière, en ayant donné ce statut à Simone et tout ça, en étant très proche de Simone et tout, en fait, c'est parce que c'est sa fille. Et tout. Bon, Devon est également sa fille, mais bon, elles n'ont pas vraiment le même type de relation. En même temps, Michaela a rien à se faire pardonner de Devon parce qu'elle n'a pas essayé de la tuer. Bon, elle l'a quand même abandonnée après ça, mais elle n'a pas essayé de la tuer non plus. Voilà, et ça, vraiment, petit à petit, on le découvre parce que du coup, le père de Simone et Devon va se retrouver sur l'île également, et en fait, lui, il va directement reconnaître Michaela, qui fait semblant voilà, de ne pas la reconnaître. Mais à un moment donné, quand les deux sont en tête à tête, euh, ben on découvre la vraie histoire de Michaela, que c'est elle qui en fait est la mère des deux filles, que c'est elle qui a essayé de tuer Simone et tout ça, et qu'en fait elle s'est barrée et qu'ensuite elle a pris Simone sous son aile un peu pour se faire pardonner et tout. Et à la fin de la série, globalement, Michaela, elle est déchue de son rôle voilà, de la femme du milliardaire. C'est Simone, du coup, qui se tape son mari, ce qui est quand même très bizarre, hein. Quand nous, on connaît les relations, de dire qu'en fait, la fille se tape bah, son ancien beau-père, hein, même si, encore une fois, elle n'est au courant de rien. Mais bon, nous, on le sait, hein, qu'au final, elle est en train de se taper son ancien beau-père, enfin, ce qui aurait dû être son ancien beau-père, c'est ce qui, du coup, est un peu chelou. Mais voilà, donc en fait, la série, s'ils veulent faire une suite, bah en fait, juste la suite, c'est voilà, voir Simone, comment elle gère en étant à la place de Michaela, quoi. Est-ce que du coup, elle aussi, ce sera une milliardaire froide, manipulatrice et tout, ou une milliardaire un peu plus cool, machin, enfin voilà. Et du coup, quand la série se termine, moi, ce qui me dérange, c'est que les deux sœurs ne sont toujours pas au courant que Michaela, c'est leur mère. C'est-à-dire que la série se termine, on a un élément qui aurait pu être une très grosse révélation pour le personnage principal, qu'en fait ne reste qu'un petit élément caché et qui n'est jamais balancé. Alors que, bah, en fait, ça aurait fait une révélation de fou, en fait, d'apprendre que, en fait, la personne contre qui elles se battent depuis le début, ou quoi que ce soit, en fait, c'est leur propre mère. Et je trouve ça dommage
qu'il n'y a rien de fait autour de ça. Voilà. Surtout qu'à la fin, on voit que Devon et Michaela ont l'air de mieux s'entendre une fois que Simone a pris le pouvoir. Enfin bref, enfin, il y a des choses à faire, mais finalement, je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais tenté la révélation. Mais voilà, la série, elle reste sympa à regarder. Donc là, je crois qu'on est sur les deux dernières séries. Donc d'abord, on a The Thundermans Undercover. Donc Max et Phoebe emmènent Chloé en mission incognito à Secret Shore pour qu'elle vive une vie d'ado normale. Quand une nouvelle menace apparaît, le trio est obligé de rester plus longtemps que prévu. Bref. Donc c'est une suite. Alors en fait, pour ceux qui connaissent, bon, j'ai pas besoin d'expliquer. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, sur Nickelodeon, je crois que c'est Nickelodeon, les Thundermans. Même si aujourd'hui c'est la Paramount de mémoire qui a produit le film et qui produit cette série-là, si mes souvenirs sont bons, mais à la base je crois que c'est une série de Nickelodeon, si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, il y a d'abord eu la série The Thundermans, qui je crois, pendant un temps, il y avait des épisodes sur Netflix, hein. Moi je crois que j'ai vu les épisodes sur Netflix quand ils étaient dessus. Qui est une sitcom plutôt sympa, hein, voilà, bon, qui est quand même assez classique, hein, ça reprend un peu ses classiques, un peu à la Hannah Montana, oui, non, à la Hannah Montana, voilà, vous savez, vous avez ce personnage avec une double personnalité, enfin, une double rôle qui en cache une au grand public, voilà, donc, bon, après, c'est quand même assez différent, parce qu'Hannah Montana, c'est, voilà, tu as la partie personne normale, la partie star, ici, tu as la partie super-héros, la partie normale. Mais vous comprenez voilà, le lien. Voilà. Là, j'ai vu qu'apparemment, il n'y a pas longtemps, il y a aussi une série qui a été faite dans le même style de Thundermans, mais avec des super vilains qui essayent de vivre une vie normale, machin. Enfin bref, c'est vraiment du classique, quoi. Mais du coup, il y a eu cette série-là. Ensuite, il y a eu le film l'année dernière, The Thundermans Return, qui était plutôt sympa, mais pas incroyable non plus, parce que la série a oublié que le public de Thundermans a grandi, hein, que ce ne sont plus des enfants, hein, ils ont grandi, ce sont des adultes, enfin, ce sont des adultes. Je pense qu'une grande partie de ceux qui ont suivi les Thundermans, je pense qu'aujourd'hui, ou du moins même l'année dernière, avaient déjà pris un certain âge, une certaine maturité, donc leur faire un film dans la même veine que la série d'origine qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes, bah du coup ça fait un décalage qui pour moi est un peu pas ouf, quoi. Et le Thundermans Undercover reprend les mêmes codes que la série de base, mais du coup qui fait suite plus ou moins à la série et au film. Et du coup la série c'est très simple, hein, c'est les persos de Max et Phoebe sont envoyés à Secret Shore. Ils décident d'emmener Chloé avec eux parce qu'ils se rendent compte que les amis de Chloé profitent d'elle parce que c'est une super héroïne et tout. Donc du coup ils décident de l'éloigner voilà, de cette vie-là. Et du coup, bah, ils vont vivre voilà, des aventures comme on l'a déjà vu dans la série d'origine, hein, sauf que cette fois, il n'y a plus les parents, il n'y a plus Billy et... comment elle s'appelle la sœur Phoebe, je crois. Phoebe et... Bah non, Phoebe, c'est la grande sœur, mais l'autre petite sœur, comment elle s'appelle? J'ai oublié. T'as Billy qui est le mec avec les hyper rapide et tout, et l'autre sœur, j'ai oublié. Mais bref, on suit vraiment là que ces trois personnages-là. Les autres, ils apparaissent un peu en caméo et tout, qui est plutôt sympa, mais pas plus, quoi. Et ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein, parce que voilà, c'est une sitcom classique pour ados, pour jeunes ados. Voilà, après la série reste quand même sympa quand on aime l'univers des Thundermans, mais l'humour, malheureusement, en fait, l'humour, il reste très enfantin, alors qu'encore une fois, le public, lui, il a grandi entre deux. Euh, Par exemple, si on prend les sorciers de Waverly Place, qui ont aussi ce concept hein, de cacher le fait qu'ils sont des sorciers et tout ça. En plus, je me suis rematé les sorciers de Waverly Place il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu bah, la sortie de Waverly Place et les nouveaux sorciers, dont d'ailleurs la saison 2 est en train de sortir, donc voilà. Mais même si, par exemple, Waverly Place, les nouveaux sorciers restent un peu dans le style d'humour des sorciers de Waverly Place, mais en étant quand même un peu plus mature, j'ai l'impression. Entre deux, il y a eu le film Les sorciers de Waverly Place. Donc vraiment, on est vraiment dans le même cadre, hein. Série, film, on revient sur de la série. Bah, le film des sorciers de Waverly Place, lui, était hyper mature.
Il y avait toujours Max avec son humour un peu débile et tout ça, mais l'histoire était quand même beaucoup plus mature avec les personnages qui commencent à s'effacer là avec le sortilège de Alex et qui fait qu'ils sont tous en train de disparaître, donc ils essayent de trouver un moyen de s'en sortir et du coup le film est quand même un peu plus sombre et un peu plus dark que ce qu'était, la série de base, même si la série de base avait quand même des thématiques assez matures déjà de base, comparé au Thundermans qui a aussi des thématiques un peu matures, mais qui reste quand même avec un humour, très, très enfantin. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé voir avec les Thundermans, parce que l'univers est quand même plutôt cool, hein, c'est voilà, en fait, ils prennent un aspect des super-héros qu'on ne voit pas assez au cinéma ou dans les comics, dans certains comics. Parce que quand tu as les comics avec plein de super-héros, on laisse un peu de côté cet aspect double identité. Alors que dans les comics où on suit vraiment un super-héros ou deux, là, ce travail de double identité est un peu plus travaillé. Et du coup, les Thundermans, à la base, étaient là pour parler de cette thématique, justement, de ce côté, voilà, des super-héros, mais il faut pas que les gens le sachent, machin. Et le problème, bah, c'est que l'humour est hyper enfantin et que ben, plus ils avancent dans le temps, ils font des nouveaux programmes, mais ils continuent à rester très enfantins alors que le public, bah, lui, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, et puis bah, au bout d'un moment, ben, ces gens-là, ils deviennent matures, et du coup, ils sont totalement en décalage avec l'humour même de la série. Et ça, c'est dommage. Là où les sorties de Waverly Place, parce que de toute façon, on en reparlera très prochainement, hein, puisque bah, euh, on fera forcément un bilan de la saison 2 à un moment donné. Mais les séries de Waverly Place, eux, ils ont toujours été un peu plus matures, c'est-à-dire qu'il y avait toujours eu un humour un peu, voilà, surtout avec Max, un peu enfantin, mais il y a toujours eu aussi un côté très mature en fonction des âges des personnages, et qui du coup fonctionnait beaucoup mieux, et qui même en étant adulte, eh ben, tu peux re-regarder les sorciers de Waverly Place, ou Waverly Place et les nouveaux sorciers, et ne pas être trop gêné par l'humour. Là où je pense que les Thundermans, une fois adultes, bon, il y a des épisodes qui passent bien, et puis des fois, bon, voilà, t'as des scènes où tu peux souffler parce que tu dis, putain, c'est vraiment de l'humour de gamin, quoi. Là où t'as moins cet aspect-là dans les sorties du Waverly Place. Le seul problème des sorties du Waverly Place, c'est vraiment les effets spéciaux qui ont vraiment très très mal vieilli, quoi. D'ailleurs, j'ai perdu mon écran, là, je sais pas ce qui s'est passé. Hop là, je relance. Et du coup, on va terminer avec Zonz, alors qui du coup est une série française, dont le synopsis le voici. Donc pour Alice, élève modèle de 17 ans, l'arrivée dans le quartier pour mineurs de la prison de Dante est un choc. Afin de retrouver au plus vite sa mère malade, elle accepte un pacte dangereux, infiltrer un groupe de jeunes détenus planifiant une évasion. Son objectif, les trahir pour obtenir sa liberté. Mais plus elle apprend à les connaître, plus elle s'attache à eux. Alice va devoir faire un choix, trahir ses nouveaux amis ou s'enfuir avec eux. Bref, une série française qui est plutôt sympa. Voilà, je l'ai pas détesté comme série, hein, voilà. Bon, de toute façon, toutes les créations françaises ne sont pas forcément mauvaises, hein. Mais le problème de Zonz, c'est qu'en fait, ça se prend beaucoup pour du Prison Break, mais on n'arrive jamais à la cheville d'un Prison Break. Euh, Parce que ben, on a beaucoup d'aspects qui font penser à ça. Bon, déjà, le fait d'être en prison, de vouloir s'évader. Bon, vous me direz, il y a aussi des films plus anciens comme Les Évadés ou des trucs comme ça. Donc, effectivement, hein, dont Prison Break a très certainement pris son inspiration. Mais c'est plus dans le type de personnage, hein. Voilà, dans cette série-là, tu as vraiment le personnage un peu foufou et tout ça, un peu voilà, qui prend des médocs à cause de enfin qui a l'air d'avoir des handicaps ou des trucs comme ça, qui peut faire penser à Charles Patochic, hein, le disjoncté. Euh, tu as euh, Tu as le mec, hein, qui parle beaucoup, qui a la tchatche, qui fait lécher un peu tout le monde et tout, qui représente très bien le personnage de Sucré. Tu as aussi la meuf insupportable, hein, vraiment, il y a une meuf dans le groupe que je déteste, qui est vraiment la meuf, voilà, qui se prend pour le caïd, qui fait chez tout le monde, voilà, qui
qui est absolument horrible, hein. Et même quand elle rejoint le groupe d'Alice, elle est toujours casse-couille et tout. Enfin, vraiment, je déteste ce personnage. J'ai oublié son nom. Mais qui peut faire penser à des personnages comme John Abruzzi, comme T-Bag, hein, pas dans les crimes, mais dans le côté où voilà, ils font partie du groupe du héros, mais en même temps, ça reste des ordures. Et t'as aussi ce côté, alors une scène qui m'a beaucoup rappelé le début de la saison 1 de Prison Break, alors t'as un personnage, de toute façon j'ai oublié les noms, parce que ça fait longtemps que j'ai vu la série maintenant. Tu as un personnage, en gros, euh, qui est un peu la position de Franklin au début de la saison 1. C'est-à-dire que quand Michael il arrive, pour pouvoir être dans l'infirmerie, il a besoin de certains médocs pour changer les résultats de l'infirmerie et avoir des raisons d'y aller plus souvent pour préparer son évasion. Et du coup, pour ça, il est obligé de passer par Franklin, qui lui gère un peu ce réseau des médicaments et tout ça. Sauf que quand Franklin voit Michael avec T-Bag et tout, donc tu as un personnage noir et le mec qui demande des médocs, tu le vois frier, enfin traîner avec des racistes, bon, automatiquement tu le prends mal. Et du coup, le mec, voilà, il oblige Michael à choisir un camp et du coup garde les médocs en attendant. Et là, tu as un côté un peu pareil, avec un personnage voilà, qui en fait va tout le temps foutre la merde. Alors, l'avantage de Franklin, c'est que lui, il change et tout, et petit à petit, voilà, quand il découvre le plan d'évasion, bah, il va finir par en faire partie. Voilà, et d'ailleurs, Franklin est un des personnages que j'aime énormément dans Prison Break. Euh, que là, le personnage, lui, dans 11, il reste une ordure hein, du début à la fin. Voilà, il va même tabasser une femme, enfin bref, vraiment une ordure jusqu'au bout, hein. Euh, mais t'as quand même cet aspect où, voilà, à un moment donné, les mecs sont censés recevoir un colis, puis je crois que c'est lui qui le récupère, et puis bah, du coup, il les force. Enfin, non, ils ont besoin d'un truc que lui, il récupère, et du coup, il les oblige, eux, à récupérer un colis avec un flingue dedans pour récupérer, disons, ce qu'ils ont besoin. Enfin, bref, c'est un peu du n'importe quoi. À un moment donné, il arrive même à avoir le contrôle d'un drone. Je sais plus trop comment ils arrivent à. Bref. La... Voilà, enfin, dans tous les cas, quand on regarde la série, on ne peut pas s'empêcher de penser à Prison Break et d'avoir envie d'aller regarder Prison Break, hein, qui est quand même une des séries, de mes séries préférées de mon enfance, hein, très clairement. Même s'il y a beaucoup trop de saisons, moi j'en ai rien à foutre, je prends toujours du plaisir à revoir Prison Break au complet. Mais, euh, mais voilà. Mais cette série 11, bah voilà, c'est vrai que c'est un peu le même délire, hein, voilà. On avance, on prépare un plan d'évasion jusqu'à s'évader. Bien sûr, dans l'évasion, on perd quelques personnes en arrière, comme dans Prison Break, hein, où ils finissent par laisser des gens derrière eux pendant l'évasion. Bref, c'est vraiment, t'as l'impression de voir un Prison Break français avec un aspect un peu plus humoristique. Que Prison Break, c'est quand même hyper sérieux. Et voilà, même si un personnage comme Sucré apporte un petit peu de légèreté et tout. Mais là, Zonz, c'est vraiment très frais, quoi. C'est vraiment, je veux dire, un peu une sorte de prison break humoristique, quoi. Même si chaque perso a quand même des raisons de vouloir partir, des vies pas ouf, hein. Même si tu en as un qui s'en invente totalement des vies, hein. Le mec qui est tout à droite de l'écran, voilà, hein, c'est vraiment, c'est vraiment le mytho du groupe. Mais voilà, en tout cas, la série reste sympa à regarder. Voilà. Elle est pas très longue, hein, je crois que c'est pareil, 8 épisodes, un truc comme ça. Ça se regarde bien. Mais voilà, comme je le disais, une fois que vous avez fini la série télé, bah, vous allez avoir envie de regarder Prison Break plus qu'autre chose parce que bah, finalement vous dites la série est sympa, mais finalement à plein de moments j'ai l'impression de voir du Prison Break et puis bah, on n'est pas non plus au même niveau que Prison Break, donc j'ai envie d'aller regarder Prison Break. Enfin, en tout cas, ouais, c'est comme ça que j'ai vécu le visionnage de cette série. Donc voilà, pareil, dans la série, comme dans Prison Break, tu as un gardien qui focus à mort un des prisonniers et qui lui fout la misère. Donc dans Prison Break, c'est Bellic hein, qui fait la misère à Michael. Et ici, alors je me souviens plus du nom de la gardienne, mais qui est interprétée par Tiffany Davio, que j'aime énormément.
qui d'ailleurs, au lieu de jouer un registre comique comparé à d'habitude, ici elle joue, un personnage vraiment détestable, hein, c'est vraiment la grosse connasse, parmi les gardiennes, alors que tu en as un qui est hyper cool et tout. Heu, là, elle, c'est vraiment une grosse connasse et pareil qui focus alors du coup, elle focus pas l'héroïne contrairement à Prison Break, mais elle focus le deuxième personnage principal, où elle lui fait vraiment la misère de bout en bout et d'ailleurs ça lui va bien de jouer un peu des rôles différents de d'habitude et en même temps, il pouvait pas trop faire autrement parce que, dans la série, la directrice de l'école est jouée par Camille Chamou, si je ne me trompe pas dans le nom, qu'on a pu voir dans Ghost, Fantôme en héritage. Et j'avais déjà dit que dans Ghost, Fantôme en héritage, Camille Chamou jouait exactement de la même manière que Tiphaine Davio. Comme si les meufs venaient de la même école ou avaient appris à jouer de la même manière, enfin au même endroit. Et le truc, bah, c'est qu'ensuite, quand tu prends une série télé et que tu prends les 2 actrices qui jouent de la même manière, bah, du coup, tu peux pas leur donner un rôle similaire parce que, bah, sinon tu le vois encore plus que dans le cinéma français, beaucoup d'acteurs et d'actrices jouent exactement de la même manière. Voilà, tu le sens les gens qui sortent de l'école et tout ça, enfin qui sortent de l'école, bon, là, ces actrices-là, elles ont autour des 40 ans, donc quand je dis qu'elles sortent de l'école, vous voyez ce que je veux dire, hein, elles sortent pas de l'école là tout de suite, mais tu sens qu'elles ont été, dans des écoles de théâtre ou de cinéma, et tout ça et puis qu'on leur a appris à jouer d'une certaine manière parce que ça se ressent, tu vois? Ça manque d'un truc, dans leur jeu parce que, ben, quand tu as des acteurs et des actrices qui ont exactement les mêmes jeux, bah, c'est que tu sens qu'elles ont été formées de la même manière, quoi, ou à peu près au même endroit. Et forcément, là, tu as les 2 actrices qui sont toutes les 2 des très bonnes actrices, hein, mais quand tu as les 2 dans la même série, bah, tu peux pas leur donner un rôle similaire. Donc Camille Chamou, elle a son rôle un peu humoristique comme d'habitude, même si en tant que directrice, de l'établissement, elle reste quand même dure et un peu méchante, mais elle a quand même son rôle quand même un petit peu, marrant, quoi. Et à côté de ça, bah, Tiffen Davies, tu peux pas lui donner ce rôle-là, donc bah, elle a re juste le rôle de la connasse et qui je trouve, ça a été une très bonne idée parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude et ça lui va très bien. Donc voilà. Donc série plutôt pas mal, mais voilà, qui malheureusement dans le thème de la prison, ben, voilà, ils reprennent pas mal de codes d'œuvres déjà existantes, dont Prison Break et ben, forcément, c'est difficile de pas faire le parallèle quand tu reprends des scènes de Prison Break et du coup, bah, voilà, même l'émeute qu'on a dans Prison Break, ici tu as une émeute aussi, enfin bref, c'est ouais, c'est difficile de pas comparer les 2 quand tu as plein de scènes, bah, qui sont très clairement comparables, quoi. Donc voilà. En tout cas, ça reste quand même regardable, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on va pouvoir arrêter là parce que, de toute façon, après 11, il y avait plus de série pour cet épisode des rattrapages. Donc voilà, ouais, non, après c'était la conclusion. Donc voilà, finalement, cette vidéo, dure un peu plus longtemps que la vidéo d'origine, alors que techniquement ça fait, au moins 1 ou 2 mois que j'ai pas vu toutes ces séries-là. Mais voilà, donc hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces séries-là. En ce qui concerne l'Éternaute, je vous mettrai le petit TikTok si vous voulez une version, courte que sur l'Éternaute et je vous mettrai également le TikTok sur mercredi parce que, ben, comme, tant que j'ai pas un bon réseau internet, je ne peux pas mettre la vidéo de mercredi en ligne. Donc, bah, je vous mettrai le TikTok où je résume plus ou moins ce que je pense de mercredi, la saison 2. Et puis, ben, quand je pourrai mettre la vidéo de la saison 2 en ligne, ben, je mettrai la vidéo de la saison 2 complète en ligne, qui sera beaucoup, beaucoup plus détaillée. Et en plus, du coup, il n'y aura pas que mon avis dessus. Bref. Donc voilà. Donc je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.